Bon ben, rebonjour à tous. Donc là, j'ai la lourde tâche d'animer cette table ronde, cette première table ronde autour du sujet des précaires à domicile. Alors j'ai fait une très courte présentation et j'ai demandé à nos collègues de faire aussi des très courtes présentations pour qu'on ait la place pour échanger avec la salle sur cette question. Donc je fais juste un tout petit démarrage autour de la question de l'exclusion à domicile, en partant de l'idée, faut-il exclure les EMPP du domicile? Alors l'exclusion à domicile, je dirais que c'est une problématique qui est finalement assez mal connue, en tout cas des pouvoirs publics, qui vraisemblablement la mésestiment ou la sous-estiment. Une des premières questions, c'est est-ce que l'exclusion sociale est soluble sous un toit? C'est-à-dire, faut-il ou suffit-il d'avoir mis un toit, un chez-soi d'abord, pour que, magiquement, l'exclusion disparaisse? Personnellement, j'émets beaucoup de doutes à cette question. L'expérience nous montre que la précarité derrière les murs a cette caractéristique, c'est qu'elle est par définition invisible. Cette invisibilité confine bien souvent à une forme de mort sociale lorsque ce n'est pas une mort tout court. Il n'est pas rare actuellement, regardez les journaux, de voir des faits divers de personnes qui ont été retrouvées mortes dans leur domicile. Alors Alain disait tout à l'heure qu'il rêvait à un moment d'un avion survolant et vaporisant de l'ocytocine sur les personnes vivant à la rue. Eh ben, l'ocytocine n'arriverait même pas chez les personnes qui sont dans leur maison. Une des caractéristiques aussi que nous observe, c'est que à la faveur, on va dire, de difficultés sociales diverses et variées, les instances publiques de droit commun ont tendance à se retirer de plus en plus. C'est vrai de nos CMP, en tout cas sur notre territoire, mais c'est vrai aussi de toutes les actions sociales, avec une logique qui devient de plus en plus forte, c'est pas de demande égale pas de besoin. Or, on sait, il y a un article du Monde il n'y a pas très longtemps, qu'environ 30% au moins des personnes qui pourraient prétendre à une aide sociale n'en font pas la demande. Les besoins, s'ils existent, ne se manifestent pas de façon directe. Il n'y a pas d'aller vers le CMP ou vers l'action sociale. Ce sont généralement des besoins qui se manifestent de façon indirecte, par des troubles du voisinage, par une incurie dans le logement, le bien célèbre Diogène, par des impayés de loyer. Pour reprendre une phrase un peu connue, mais la question que je voudrais poser autour de cette table ronde, une des premières questions, il va y en avoir une liste, est-il légitime d'aller vers des personnes qui ne veulent rien, même s'ils ont besoin de tout? Alors, comment dirais-je, très modestement, nous avons créé une petite équipe mobile passerelle, avec une association à caractère social, l'œuvre Falleret, avec des bailleurs sociaux qui ont participé et l'EMPP Sud-Yvelines qui a mis à disposition un certain nombre d'ETP, c'est-à-dire à peu près 0,6 ETP. L'idée, c'est sur un signalement des bailleurs sociaux actuellement, d'aller vers des personnes qui sont en difficulté dans leur logement. La première étape de cette action, c'est réellement, et c'est pour ça que j'ai fait ce petit bonhomme, je suis très fier d'avoir fait ce petit bonhomme, la première chose sur laquelle s'appuie tout le travail de cette équipe mobile passerelle, c'est vraiment établir le lien. La première chose que l'on cherche, c'est ouvrir la porte, mettre le pied dans la porte et garder la porte entrouverte. C'est la seule chose qu'on essaye déjà de faire. Et ça prend parfois plusieurs mois pour réussir. L'équipe qui est là pourrait en témoigner. Ensuite, une fois qu'on a ouvert la porte, on essaye de faire un diagnostic de la situation. Médicaux,
psychosocial. Médicaux, très important. 90% des personnes que l'on voit ont des comorbidités, y compris des comorbidités somatiques. 75% ont des pathologies psychiatriques. Donc, ce diagnostic médico-psychosocial est fondamental parce qu'on a trouvé des personnes qui avaient réellement aucun droit ouvert, aucun droit social ouvert, rien. Donc la première des missions, c'est un accès aux soins, soins généraux, mais soins psy aussi, et un accès et une ouverture des droits sociaux. Et tout de suite, la première chose qui vient pour cette équipe, c'est de mettre en place le plus rapidement possible des relais sur lesquels vont s'appuyer les personnes. Alors, la question qui se pose, et c'est un débat qui nous anime, est-ce que c'est la place d'une EMPP? Alors, le public, déjà peut-on considérer que ce public que nous rencontrons relève du public tel qu'il est décrit dans la circulaire de 2005? Peut-on considérer qu'il y a une situation de précarité et d'exclusion, sachant qu'il n'y a pas qu'une précarité sociale, enfin une précarité, économique, que la précarité est beaucoup plus large? S'agit-il d'un public en souffrance psychique? Finalement, la vraie question, c'est pourquoi ce n'est pas la place du secteur de répondre. Après tout, les personnes ont un logement, elles ont donc une adresse et donc un secteur de rattachement. Donc, quelle est la place des EMPP dans ce contexte vis-à-vis des secteurs? Est-ce la place d'une EMPP? Toujours, quel est le périmètre que l'on définit aux EMPP? Les EMPP sont-elles des équipes spécialisées pour les personnes sans sectorisation, en errance, sans résidence stable, en transit, comme par exemple les migrants? Ou peut-on revendiquer pour les EMPP une forme de spécialisation sur la question des troubles psychiques de la précarité? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vais céder la parole à nos deux équipes des Hauts-de-France qui nous viennent du Grand Nord, l'EMPP de Boulogne-sur-Mer et l'EMPP de Roubaix, la Ravaude. Boulogne-sur-Mer commence? C'est vous? Ok. Oui, ça marche. Merci à Alain Mercuel de nous avoir invités, d'avoir pensé à Boulogne-sur-Mer, aux Vikings. Donc, un petit propos, et puis des exemples de mes collègues infirmières, éduc et AS. Donc, parler de visite à domicile lorsqu'il s'agit d'aller vers m'apparaît être un pléonasme. Il s'agit d'aller à la rencontre, au contact, d'engager une relation, peu importe le lieu. L'entité CMP implique que le sujet fasse non seulement la demande, mais se déplace également vers le lieu CMP. L'entité EMPP, à mon sens, n'indique pas l'inverse. On est dans les mêmes modalités, avec tout de même une réactivité, une disponibilité, une compréhension certainement plus pointue que les CMP des situations dites de précarité face à la non-demande. De même qu'en CMP, il convient en EMPP toujours d'établir les conditions de rencontre avec la personne et son référent éducatif. Ça, c'est systématique à Boulogne-sur-Mer, depuis la rue jusqu'au domicile en passant par le foyer. Aller vers n'est pas forcer à, aller vers est faire le premier pas, tendre la main et donc peut-être se présenter à son domicile. Du côté soignant, il y a une part volontaire à travailler dans le champ social et cela ne nous autorise pas à franchir sans demander les barrières intimes de celui en souffrance sociale. Les règles sont les mêmes, il existe juste une possibilité supplémentaire à venir se présenter à la personne au seuil de sa porte. Rentrer chez lui reste une autre affaire. Au démarrage de notre MPP, il y a 7 ans, la confusion régnait à ce sujet. Et le nord de notre boussole était et reste l'accès aux soins de droit commun et l'ouverture à une prise en charge au CMP. Le risque était davantage de rendre autonomes les EMPP, qu'elles se détachent des dynamiques de secteur, qu'elles soient une petite équipe pour des petites gens, des pauvres en moyens pour des précaires en lien. Passé cet écueil, où est vraiment le problème de pratiquer des visites à domicile?
Nous sommes fiers de ne pas avoir poursuivi le cloisonnement, de ne pas avoir créé de nouvelles frontières et ouvert ces possibilités nouvelles. L'accueil de l'autre en soi n'appartient pas à des murs, surtout lorsque c'est l'autre qui nous accueille. Il y a le pivot, c'est le CMP, et il est bon de le rappeler, et la toile du réseau tissé peut s'élargir à souhait. Du moment que le MPP fasse retour à l'institution, que cela soit rattaché à l'ensemble, au secteur, cela est la toile de fond. Et pourquoi nous ne verrions pas dans ce cas le MPP comme une partie du secteur? Point d'interrogation. En tout cas, elle y est adossée à Boulogne de toutes parts. Renvoie systématiquement à cette dynamique. Du moment que la personne ait cette possibilité de circuler sur l'ensemble du dispositif sectoriel, au CATTP, à l'hôpital de jour, en hospitalisation, et les autres services sociaux et médico-sociaux. Le principe est là que la personne finisse par accéder aux soins de droit commun. D'autant que les partenaires ne sont pas forcément de droit commun. Lorsqu'il s'agit du SIAO, des services du SAVDL, de la MAIA, des services de cas complexes, des services de sous-préfecture en charge des expulsions. J'ai envie de dire qu'à cette table, le MPP est la plus habilité dans l'exercice du droit commun. D'autant que les acteurs de soins de droit commun peuvent être extérieurs à l'hôpital et même pratiquer des soins à domicile. Nous travaillons avec les infirmiers libéraux, les services de soins à domicile, les LIALT soins santé, etc. Vous avez compris, le droit commun est un principe, pas une religion. Il ne doit pas empêcher à pratiquer des VAD, ce ne peut être une faute professionnelle. Bien sûr, nous devons aller les visiter, nous rencontrer. Les EMPP ne sont pas des tours de contrôle statiques ou les nouvelles tours d'ivoire de l'hôpital. Mais doit-on aller chez eux? Ce n'est pas toujours mieux de se voir en CMP ou sur un lieu neutre, qui ne l'est jamais vraiment. Et c'est où chez eux? C'est au foyer, en appartement excentré, chez sa copine, son ex, son fils, les dents, la rue, etc. Il s'agit d'analyser la nature de l'habitat. Cela donne souvent d'importants renseignements, explique en partie le problème. Si nous pratiquons une VAD, nous sommes accueillis selon les modalités de la personne, pas les nôtres. Il y aura un ressenti à l'entrée, à la sortie. Gardiens du sens de nos pratiques, nous devons travailler ensuite nos représentations sur ce logement, la manière d'y habiter. Les VAD et le travail attenant étayent un point de vue sur une question principale dans le champ d'action des EMPP, le logement. Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es. D'autant que les temps changent, avec le chez-soi d'abord. Les EMPP sont complémentaires de ces dynamiques, elles le doivent, elles y participent. À Boulogne, on découvre une 50aine de places. Je pense que cela ne va pas tout résoudre. On en voit se réenfermer, d'autres poursuivre sur leur lancée. Bref, il faut être vigilant. Au départ de la collectivité, des plaies se rouvrent. Bien sûr, nous nous rendons disponibles pour des VAD. Ce serait devenir spectateur après avoir été acteur du soin. Nous allons donc nous associer avec l'équipe éducative, ne pas intervenir seul, jamais, toujours en complémentarité avec les équipes éducatives référentes. Enfin, n'y a-t-il pas non plus une pratique de droit commun? Nous ne pratiquons pas à Boulogne des VAD de droit commun différentes des VAD de MPP. Ce serait indécent. Tout simplement, il s'agit d'indications différentes, peut-être davantage portées sur l'évaluation, sur une première présentation de nos équipes, et toujours associées avec l'équipe sociale et médico-sociale. La VAD s'apparente alors au soutien des équipes éducatives, selon le cahier des charges de 2005. Il s'agit donc du travail de complémentarité de nos actions, bien différentes de la VAD chez Monique, psychotique chronique à Boulogne-sur-Mer. Les CMP n'avaient peut-être pas imaginé vraiment le faire de manière spécifique, à mon sens. De même, pour aplanir le débat, et la spécificité aussi de l'équipe à Boulogne, la construction des postes à Boulogne-sur-Mer, qui représente deux secteurs de psychiatrie, on est petit par rapport à Lille, ne se sont faits qu'en combinant les postes infirmiers au CMP et en EMPP. La même infirmière amène le patient d'un lieu à caractère social au CMP. Elle peut combiner les suivis, tantôt de droit commun lorsqu'elle amène une personne voir un psychologue ou un psychiatre, tantôt tenir le lien lorsqu'à nouveau une personne se retrouve en foyer ou à la rue. C'est aussi soutenir ces problématiques en va-et-vient, faites d'inclusion, d'exclusion, et garantir notre principal outil de travail, la bien nommée continuité des soins. Je rappelle que les pathologies limites très en vogue mettent à rude épreuve nos équipes, que le chemin menant à l'alliance thérapeutique depuis le syndrome d'auto-exclusion n'est pas un long fleuve tranquille.
Il nous faut donc construire un système qui ne crée pas de la discontinuité et de rupture, car il s'agit non pas tellement de précarité financière, mais de précarité de lien. Nous constatons que l'adhésion aux soins n'est jamais acquise définitivement. Cette possibilité de rencontrer la personne chez elle, avec son accord, facilite la nécessaire réactivation du lien. La VAD trouve ses fondements dans l'isolement des personnes atteintes de troubles psychiques, qui plus est précaires, mais aussi dans ces troubles limites mettant en permanence au péril le lien. Le domicile est-il un lieu de droit commun du soin? Les pouvoirs publics nous indiquent tout de même de soigner de plus en plus à domicile, dans la communauté. Il n'est pas possible d'entendre le reproche opposé. Et quand la personne n'accède pas au droit commun, au logement, qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'une VAD d'une EMPP ne serait pas reconnue comme de droit commun lorsqu'elle est rattachée à toute la dynamique des secteurs? Structurellement, les foyers se redéploient hors de leurs institutions en appartements éclatés ou excentrés, sur le secteur. Il est impossible d'en faire l'impasse. Le chez-soi d'abord n'indique pas obligatoirement de se donner les moyens d'aller au CMP, disant qu'il y a une grosse préoccupation d'enlever pour ces personnes précaires, qu'il existe une intimité retrouvée, mais rien n'est acquis définitivement dans l'accès aux soins. Au final, la VAD n'est-elle pas une disponibilité supplémentaire, une manière de faire parmi d'autres dans la boîte à outils des EMPP? Tout simplement. Ça ne veut pas dire que nous faisons énormément de VAD avec le MPV de Boulogne. Nous ne sommes pas une équipe d'urgence. Les VAD sont principalement pratiqués par les CMP. Il existe pour le MPP un filtre qui est la nécessité de bâtir une relation. Il n'y a aucune place à du one-shot. Cependant, la VAD fait partie de la partition qui se joue dans l'allée vert. Merci. Alors pour poursuivre un peu cette réflexion sur les visites à domicile en EMPP, on a choisi de reprendre une vignette clinique, une petite vignette clinique, qui illustre assez bien le sens que peuvent avoir ces visites. Donc il s'agit de l'accompagnement de Yves, qu'on a rencontré la première fois par l'intermédiaire du SAVDL, qui nous faisait part de leur inquiétude par rapport au maintien dans son appartement. Une mesure d'expulsion a été prononcée pour une dette locative et un trouble du voisinage. La question du soin leur apparaissait essentielle, au vu des alcoolisations importantes, associées à une dégradation progressive de son état général et psychique. J'ai rencontré Yves avec cette équipe dans son logement. J'ai rencontré sa détresse qu'il assimilait à une vie de chien. Peu de mots étaient nécessaires, son dénuement était criant. Son logement l'exprimait, la nourriture mangeait à même le sol, un matelas souillé dans un coin, des excréments, des bouteilles vides ailleurs et rien d'autre. Son petit appartement était devenu un grand lieu d'expression de sa souffrance et de sa précarité. Nous avons réalisé quelques visites qui ont été investies par Yves en recherche de liens. Nous lui avons proposé une hospitalisation au vu de ses idées suicidaires et de ses troubles importants. Son logement a été rendu pendant cette période et une mise sous protection a été réalisée. L'accompagnement a continué à sa sortie d'hospitalisation. Nous sommes allés sur les différents lieux qui s'appropriaient comme chez lui. Les foyers d'urgence, la rue, les squats, maintenant ce lien fragile vers le soin et le droit commun. Yves est venu progressivement sur le CMP. Il venait chez moi, comme il s'amusait à le dire, souvent bien loin du cadre formalisé par la prise de rendez-vous, donnant des nouvelles et recevant les inquiétudes exprimées par le secrétaire ou tout autre collègue présent lors des visites. Nous nous sommes peu à peu invités à visiter ce qui faisait domicile pour lui, évoquant ses lassitudes, son découragement, ses alcoolisations, ses angoisses, son isolement. Nous nous sommes invités dans ce rêve du relogement, pensant et articulant doucement soins et habitat ensemble. Il y a eu le XAPA, la dicto, la psychiatrie et tous les services répondant de la prise en charge de sa leucémie diagnostiquée lors d'un temps d'hospitalisation. Yves est sur le point d'être logé. Il touche du doigt son rêve à la viabilité encore fragile. Nous le suivons dans sa démarche comme nous l'avons fait durant 5 ans. Nous visiterons autrement encore le sens de son domicile et du soin, fort d'une alliance bâtie sur la symbolique du chez-soi.
Alors moi, je suis éducatrice spécialisée au sein de l'EMPP de Boulogne, donc un poste qui a été créé récemment. Donc on s'est mis 4 missions principales. Donc premièrement, la réinsertion socio-professionnelle des personnes. Ensuite, l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a axé aussi sur les jeunes qui sont de plus en plus nombreux en situation de précarité. Et en dernière partie, la précarité engendrée par un problème de logement. Donc on est parti d'un constat qu'il y a un manque de coordination entre les différents dispositifs sur le territoire en termes de logement. Il y a des situations complexes au domicile, difficilement gérables à cause des pathologies des personnes. Et certaines expulsions entraînent des hospitalisations longues en psychiatrie qui auraient pu être évitées si elles avaient été anticipées. Donc tout d'abord, pour remédier à ces problématiques, nous mettons en place un travail avec la sous-préfecture qui permet notre intégration aux commissions d'expulsion. Cette participation nous permet d'être informés sur les personnes qui vont être expulsées ou expulsables. Dans le cadre de nos compétences dans le MPP, nous allons pouvoir anticiper ces expulsions en cherchant une solution de repli pour éviter d'accroître la précarité. Ensuite, en amont des procédures d'expulsion, nous tentons de coordonner les dispositifs du territoire afin de créer une synergie pour une prise en charge globale du patient grâce à l'échange des données et informations. L'objectif étant d'apporter une réponse ciblée en fonction des besoins du patient. Par exemple, investir les bailleurs sociaux pour les sensibiliser à la prise en charge spécifique des cas complexes. Aussi et surtout, notre travail est de rencontrer les personnes à son domicile afin d'évaluer ses ressources à se maintenir dans son milieu. Le rendez-vous in situ est primordial pour ajuster les démarches en fonction des besoins. Par exemple, mise en place d'aide à domicile, la reprise d'un suivi médical, le suivi de l'activité professionnelle, l'analyse et la mobilisation de l'étayage familial. Enfin, l'ensemble de ces démarches va permettre d'éviter une rupture traumatisante liée à l'expulsion, dont les conséquences peuvent engendrer une hospitalisation plus ou moins longue dans les services de psychiatrie. On va passer la parole maintenant à l'équipe de Roubaix. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci, Monsieur Mercuel, et à l'ensemble de l'organisation pour cette journée. Ça fait plaisir de pouvoir se retrouver ensemble, de pouvoir échanger puis de se rendre compte aussi des mêmes problématiques qu'on peut rencontrer, et de savoir aussi qu'on est important finalement pour l'ARS notamment, etc., et que notre place n'est plus à faire. Ça fait chaud à entendre. Donc nous, on va se présenter un petit peu. Moi, je suis Nicolas Joly, je suis psychologue dans le dispositif alors c'est le M3P de la Ravaude, donc c'est tout un programme. C'est l'équipe mobile psychiatrie précarité Passe Psy. Voilà, il se trouve que notre équipe a fusionné en 2015 avec la Passe. Donc avant c'était vraiment deux équipes bien distinctes, et aujourd'hui, depuis 2015, donc on est vraiment une équipe à part entière. Donc à la fois avec la Passe qui est composée de 2 assistantes sociales, et puis je laisserai ma collègue se présenter tout à l'heure, et puis ainsi que 2 psychologues et 4 infirmiers. Alors on couvre un secteur de 4 secteurs de psychiatrie. Et donc ces 4 infirmiers qui sont à la fois sur leur CMP de référent et à mi-temps sur l'équipe de la Ravaude. Voilà. Donc ce qui est aussi intéressant, avec le lien qu'on va faire après sur les interventions à domicile, où la multiplicité finalement de rencontrer un tel intervenant, de raconter, etc. Là, l'intérêt est là aussi, c'est qu'à la fois l'infirmier peut intervenir avec sa casquette travaux de domicile, créer le lien, etc. Et puis éventuellement, le raccrocher sur CMP, c'est pas toujours simple. Et là, effectivement, de basculer avec la même personne, ça peut aussi faciliter les choses. Alors du coup, je vais passer la parole à ma collègue. Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Coinon, je suis assistante sociale à l'EM3P La Ravaude.
Donc du coup, pour préciser un peu dans notre pratique à Roubaix, les interventions au domicile se font toujours en binôme soignant-social. Donc il y aura toujours une assistante sociale avec un infirmier ou une assistante sociale avec un psychologue. Ça permet d'offrir la possibilité d'un accès immédiat aux soins en parallèle d'une ouverture des droits. C'est l'objectif de faire un accompagnement global en fait pour s'adapter aux demandes de la personne. Parce qu'on a conscience que dans les freins à l'accès aux soins, il y a aussi la question des priorités que mettent les personnes. Et la santé, ce n'est pas toujours la priorité. La personne, elle peut être prise dans d'autres réalités où le fait voilà, qu'il y ait une assistante sociale qui vienne, ça peut éventuellement favoriser l'accroche aux soins parce que la porte d'entrée ne sera pas uniquement sanitaire, mais elle sera également sociale. Dans l'idée aussi de cette fusion PassePsy et Ravaud, c'est aussi en tout cas le rôle de l'assistante sociale sera peut-être d'essayer de démystifier la santé mentale, d'expliquer à la personne ce que peut apporter la psychiatrie et non lui retirer. Donc en tout cas c'est ça, c'est apporter un regard complémentaire, c'est un appui, en échange je m'appuie autant sur les compétences de l'infirmier et du psychologue, et de la même manière je pense que l'infirmier s'appuie également sur les compétences de l'assistante sociale. Donc ça, c'était pour vous préciser un peu notre intervention au domicile, qui du coup se fait toujours en binôme soignant-social. Du coup, pour peut-être revenir sur la question, voilà, les EMPP ont-ils leur place au domicile? Je dirais que oui. Voilà, la question de l'aller vers, c'est aller vers où se trouve la personne, peu importe le lieu finalement, dans le but de faciliter l'accroche, le lien, la rencontre. Et plus si affinité. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est que ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, par rapport au secteur, peut-être qu'il y a des situations pour lesquelles il pourrait intervenir, ou d'autres, ce serait peut-être plus la place finalement des EMPP. Mais j'ai différentes situations, mais voilà, je donne un exemple. J'ai été sollicité donc, par un éducateur d'un club de prévention, voilà, il n'y a pas très très longtemps, qui intervenait donc, à domicile auprès d'un jeune. Et puis donc, il m'appelle, voilà, et il me fait, voilà, au fur et à mesure, je me rends compte que le papa de ce jeune, ça fait 10 ans qu'il ne sort plus de chez lui. Bon, du coup, voilà, il n'y arrive pas, c'est pas possible, etc. Bon. Du coup, voilà, donc il souhaitait qu'on intervienne, donc ce qu'on a fait. Et finalement, enfin, on voit qu'être précaire au domicile, c'est, voilà, on parle souvent d'exclusion, etc. Donc l'exclusion, elle peut venir de tout un tas de choses. On peut s'auto-exclure soi-même, hein, on peut s'exclure être exclu par différents endroits. Mais là, il m'expliquait, donc je sors plus depuis 10 ans de chez moi. J'ai vu mon médecin traitant qui m'a dit, appelle le CMP, ils vont t'aider, etc. Donc ce que j'ai fait, voilà, le CMP, voilà, je ne sais plus sortir de chez moi, il paraît que vous pouvez m'aider. Oui, monsieur, très bien, écoutez, je comprends tout à fait. Écoutez, je vous donne un rendez-vous, tel jour, à telle heure. Oui, mais chez moi non, au CMP, bien sûr, on ne se déplace pas, c'est à vous de venir. Bon, voilà un petit peu, finalement, la précarité au domicile, elle peut venir effectivement de partout et des secteurs. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, je pense qu'on a notre place tout à fait, malheureusement encore aujourd'hui, notamment dans ces situations-là auprès de ces publics. Voilà.